Dans ce chapitre, nous allons donc étudier le métamorphisme et sa relation avec la tectonique des plaques. Alors, ce métamorphisme, c'est un phénomène géologique qui accompagne la genèse des montagnes. Donc, on avait vu qu'il y avait trois types de chaînes de montagnes: subduction, abduction et de collision. Et dans ce chapitre, nous allons faire la relation entre ce phénomène et la genèse des chaînes de montagnes, bien sûr, toujours dans le cadre de la tectonique des plaques. Alors, qu'est-ce que nous allons voir? Alors, nous allons voir le métamorphisme dans les zones de collision, le métamorphisme au niveau des zones de subduction. Et dès maintenant, faites très attention parce que dans l'examen national, on vous donne une chaîne de montagnes et si vous rencontrez dans cette chaîne les roches qu'on va étudier dans cette activité 1, c'est une chaîne qui est accompagnée par un métamorphisme bien particulier, qu'on va étudier bien sûr. Là également, la deuxième activité, on aura donc l'occasion d'étudier quel est le type de métamorphisme et quelles sont les roches qu'on va trouver au niveau de cette zone de subduction. 3, l'activité 3, on verra quelques notions du minéral indicateur ou index, la série métamorphique et le faciès métamorphique. Et enfin, dans une 4e activité, les types de métamorphisme et leur relation avec la tectonique des plaques. Bien. Alors nous allons commencer le métamorphisme au niveau des zones de collision. Et nous allons profiter de cette activité qui est le métamorphisme au niveau des zones de collision. Nous allons profiter pour donner la définition du métamorphisme. Qu'est-ce qu'un métamorphisme? Autrement dit, si vous avez un ensemble de roches dans une région, qu'est-ce qui va vous permettre de dire que cette région a été soumise au phénomène de métamorphisme? Alors, le phénomène de métamorphisme est un phénomène qui accompagne la genèse des montagnes et les roches qui se forment varient en fonction du type du métamorphisme et la chaîne de montagnes à laquelle elles sont associées. Donc, c'est ce que j'avais annoncé tout à l'heure dans le début de la présentation de ce chapitre. Alors, qu'est-ce qu'un métamorphisme? Quelles sont les caractéristiques au niveau de la zone de collision? Alors, pour avoir une vue globale de cette activité, alors, remarquez très bien comment ça va se passer. Donc, on va faire plusieurs études et à la suite de ces études, nous allons donner la définition du métamorphisme. Je vous fais un aperçu général. Nous allons présenter quelques roches qui sont le schiste, le micaschiste et le gneiss. Ce sont des roches métamorphiques. Mais qu'est-ce qui fait qu'elles sont métamorphiques? Et du coup, quelle est la définition du métamorphisme? Nous allons étudier une étude structurale de 3 roches. Et remarquez, à la fin de cette étude, là, j'ai fait un petit cadre. Là, on va commencer, je dis bien, on va commencer à définir le métamorphisme. Donc ça, ce n'est qu'une petite définition, c'est un fragment de la définition complète. Ensuite, quels sont les minéraux qui composent ces roches? Donc on va faire une étude minéralogique et à la fin de cette étude, on va annoncer également une petite définition du métamorphisme. Et bien sûr, nous allons la rejoindre à ce que nous avons dit ici. 3e lieu,
chimiquement. Donc, il y aura une étude chimique des mêmes roches, schiste, micaschiste et gneiss. Et nous allons également donner une petite information. Nous allons étudier quels sont les facteurs responsables du métamorphisme avec deux expériences, celle de Dobré et celle de Winkler, et nous allons donner à la suite de toutes ces informations ici, d'après toutes les données précédentes, donner une définition complète du métamorphisme. Donc, ça pour avoir un aperçu général de cette activité. Donc, au fur et à mesure de notre étude de ce chapitre, nous allons collecter les informations qui vont nous permettre à donner une définition complète du métamorphisme. Alors commençons alors l'étude de ces roches. Alors, au niveau des zones de collision, alors faites très attention maintenant, la zone de collision, une chaîne de collision, on peut rencontrer les roches suivantes. Le schiste, micaschiste, gneiss. Donc, une information très importante. Déjà, quand vous rencontrez le gneiss, le schiste, le micaschiste, ça veut dire que c'est un témoin que vous êtes dans une chaîne de collision. Et l'inverse est également juste. Si vous avez une chaîne de collision, il est très probable d'avoir le schiste, le micaschiste, le gneiss comme roche métamorphique. Deuxième information très importante, ces roches sont les résultats du métamorphisme qu'a subi une roche mère. C'est quoi cette roche mère? Nous allons la découvrir pendant cette étude. Troisième chose, le schiste se transforme en micaschiste. Lui-même se transforme en gneiss. Autrement dit, le schiste, il représente le premier degré du métamorphisme. Autrement dit, le schiste est une roche très peu métamorphisée. Le micaschiste, lui, il est plus métamorphisé que le schiste. Enfin, le gneiss, c'est la roche qui a subi le plus fort degré de métamorphisme. Donc, il y a deux grandes questions. C'est quoi la roche mère? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a avant le schiste? Pourquoi on ne le considère pas comme roche métamorphique? Le schiste, c'est la première roche métamorphique, le plus faible degré. Il est suivi par le micaschiste et le gneiss, c'est le dernier degré de métamorphisme. Autrement dit, qu'est-ce qu'il y a après le gneiss? Pourquoi après le gneiss, on ne parle plus de métamorphisme? Donc ça, ce sont quelques questions auxquelles nous allons répondre au fur et à mesure. Bon, avant cela, la question à laquelle nous allons tout d'abord répondre, c'est quoi le métamorphisme? Alors, étudions structurellement ces roches. Donc, je répète toujours la même chose. Le schiste, il donne le micaschiste. Lui-même donne le gneiss. Donc, c'est dans ce sens que se fait le métamorphisme. Le schiste donne le micaschiste, le gneiss. Alors, à l'œil nu, voilà comment ces roches se représentent. Et là, vous remarquez la stratification qui est toujours ici. Pourquoi je dis toujours ici? Parce que la stratification, c'est une caractéristique des roches normalement sédimentaires. Là, vous remarquez que la roche, elle présente également des couches avec des couleurs plus ou moins sombres, plus ou moins claires. Vous avez ici des couches très petites épaisseurs qui éclairent. Là et là, un peu plus foncé. Là, c'est une couche claire. Là, c'est plus foncé. Donc, c'est une alternance, en fin de compte, de couches de lits de minéraux qui sont sombres et clairs. Là également, vous remarquez que c'est la même chose. Mais qu'appelle-t-on ces structures?
à l'observation microscopique, voilà ce qu'on peut avoir. Là, vous remarquez ce qui est un peu ondulé, ce sont des minéraux qui ont une forme ondulée. Et pourquoi ils sont ainsi? Parce qu'ils sont de très très petite taille. Et la structure est nommée schisteuse. Pour le micaschiste, lui, remarquez, déjà, les minéraux, comparativement au schiste, ils sont de plus grande taille. Ils sont plus grands, point de vue taille. Et vous remarquez là un lit de minéraux qui sont sombres. À ce niveau, des minéraux clairs. Là, également sombres. Donc, c'est une alternance de lits clairs et de lits sombres. On peut parler de lits, on peut également parler de famille de minéraux. Donc, vous pouvez trouver alternance de lits de minéraux clairs et sombres ou alternance de famille de minéraux clairs et sombres. Dernière roche, c'est-à-dire le gneiss, c'est la même chose, c'est presque la même chose. Vous avez des minéraux de couleur sombre, clair, puis sombre, et ainsi de suite. Donc, vous avez une alternance de lits sombres et de lits clairs. Seulement, vous allez me dire comment nous allons différencier entre ces deux structures qu'on appelle foliation ou une structure feuilletée, ou parfois on peut même utiliser le terme foliacée. Donc feuilleté, foliacé, foliation, donc c'est la même chose. Alors, remarquez maintenant la description. Là, c'est un feuilletage sous forme de strates. Les strates sont ces lignes que vous voyez, sous forme de minéraux de très petite taille, de taille très fin. Et là, vous avez une alternance de lits de minéraux clairs et sombres. Là, la même chose. Alternance de lits de minéraux clairs et sombres. Mais, voilà la différence. Clivable, là, c'est non clivable. Ça veut dire quoi, clivable? C'est-à-dire que si vous prenez la roche et vous prenez une lame ou un couteau, vous pouvez débiter, c'est-à-dire séparer les différents lits qui composent la roche. Donc, c'est clivable. Mais pour le gneiss, vous ne pouvez pas le faire, c'est-à-dire que si vous prenez une lame ou un couteau et vous essayez de débiter et de séparer ces lits, vous ne pouvez pas. Donc, c'est une roche qui est non clivable. Alors maintenant, justement, pendant le passage du schiste au micaschiste, puis du micaschiste au gneiss, c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure ici, je rappelle que le schiste, il se transforme en micaschiste, lui-même se transforme en gneiss. Alors, qu'est-ce qui se passe pendant cette transformation? C'est tout simplement, on passe d'une structure schisteuse à une structure feuilletée clivable à une structure feuilletée non clivable. Donc, pendant le métamorphisme, on a un changement de structure. Donc, le changement de structure témoigne, c'est un témoin du métamorphisme. Et donc, c'est ce que je pourrais écrire ici. Le métamorphisme est un changement de structure. Donc, c'est un changement de structure. L'étude minéralogique, c'est-à-dire quels sont les minéraux qu'on va trouver dans les mêmes roches, sachant que, je vous le répète encore une fois, le schiste donne le micaschiste, lui-même donne le gneiss. Alors, si je vous demande de me donner la composition minéralogique du schiste, c'est là où vous avez les flèches. Autrement dit, le schiste, il est composé de quartz,
chlorite, muscovite, et c'est tout. C'est-à-dire les lieux où vous avez les flèches. Le micaschiste, on a le quartz, la muscovite, la biotite, le feldspath potassique et l'andalosite. Pour le gneiss, on a le quartz, la biotite, le feldspath potassique et l'andalosite ainsi que la silimanite. Alors dans l'examen, soit on vous donne cette façon de représentation, c'est-à-dire sous forme de flèche, ou on peut tout simplement représenter ces flèches par des plus et des moins. C'est ce qu'on verra dans un deuxième exemple, c'est-à-dire là, vous aurez un plus, plus, plus. Là également un plus, là, vous aurez un moins. Là, un moins. Plus, plus, et là, moins. Là, c'est un moins, plus, plus, et ainsi de suite. Alors, extraire du tableau la composition minéralogique des trois roches, donc c'est ce que je viens de faire. Le schiste, donc vous avez les minéraux là, vous avez les flèches, le micaschiste également, le gneiss également. Maintenant, quelles sont les variations qui surviennent en passant du schiste au micaschiste, puis du micaschiste au gneiss. Donc, je commence par le schiste au micaschiste, c'est-à-dire de cette roche à cette roche. Alors, le quartz, c'est sans variation. La chlorite, elle disparaît. Muscovite, sans changement. La biotite, elle n'était pas dans le schiste, donc elle apparaît. Pour le feldspath potassique, la même chose. Il n'était pas dans le schiste, mais il apparaît dans le micaschiste. Et l'on est de même pour l'andalosite. Alors, il y a deux termes qui sont très importants à utiliser. Apparition et disparition. Maintenant, si je passe du micaschiste au gneiss, le quartz, c'est sans changement. La chlorite, sans changement parce qu'elle est déjà absente dans le micaschiste. Pour la muscovite, par contre, il était dans le micaschiste. Donc, disparition de la muscovite. Biotite, sans changement. Feldspath également. Andalosite également. Mais pour la silimanite, il y a disparition. Alors, je vous annonce tout de suite que ces minéraux ne sont pas du tout à apprendre. On vous les donne toujours parce que là, pour les apprendre, là, c'est une spécialité un peu dans les études supérieures. C'est-à-dire, on vous donne une roche et vous devez être capable de reconnaître la roche à travers les minéraux. Mais à notre niveau ici, au baccalauréat, nous ne sommes pas demandés savoir les minéraux et les roches. On vous les donne toujours. Donc, ce qui est essentiel maintenant, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe d'une roche à une autre. Donc, en passant du schiste au micaschiste, il y a apparition et disparition de minéraux. Du micaschiste au gneiss, la même chose. Donc, il y a un changement de la composition minéralogique, ce qui nous mène à la deuxième partie de la définition. Le métamorphisme est un changement minéralogique, est un changement de la composition minéralogique. Donc jusqu'à maintenant, le métamorphisme, c'est un phénomène qui se manifeste par changement de la structure. Deuxième changement, c'est le changement de la composition minéralogique. Qu'en est-il de la composition chimique? Là également, ce sont des valeurs qu'on n'apprend pas, mais qu'il faut savoir analyser. Là, vous avez des oxydes très différents. L'oxyde du silicium, l'aluminium, le fer, le magnésium, le calcium, le sodium et le potassium. Et on peut avoir également d'autres. Là également, ce n'est pas du tout à prendre. Alors le schiste, micaschiste, gneiss. Si vous comparez verticalement, il y a une très grande variation. Mais pour la composition chimique, il vaut mieux les comparer horizontalement, c'est-à-dire comparer les oxydes dans les trois roches pour savoir qu'en est-il
de chaque oxyde. Alors les CO2, c'est aux alentours de 60. L'aluminium, c'est autour de 16 à 20. Le fer, un oxyde, c'est autour de 1 à 2. Là, c'est la même chose, autour de 3 à 4. Magnésium, donc c'est autour de 1. Le calcium, c'est autour également de 1. Un peu moins, un peu plus. Là, le sodium, c'est aux alentours de 2 à 3. Le potassium, également autour de 3 à 4. Alors, pour les valeurs, pourquoi est-ce qu'il varie un peu? Parce que ce sont des pourcentages et ils sont très approximatifs. Donc, on peut considérer que le CO2, il est de même valeur, de même pourcentage dans les trois roches. Autrement dit, il n'y a pas de changement de composition chimique si je passe du schiste au micaschiste au gneiss. Et cette conclusion, elle est valable pour tous les oxydes, tous les éléments chimiques. Donc, si vous prenez n'importe quel élément chimique et vous le comparez dans les trois roches, vous avez à peu près une même valeur. Autrement dit, il n'y a pas de changement de composition chimique. Alors ça nous montre quoi justement, cette composition chimique? Ça nous montre que justement le schiste s'est transformé en micaschiste et en gneiss et que ces trois roches ont la même roche mère. Ça, c'est une conclusion également importante. Pourquoi il y a la même composition chimique? Eh bien, c'est la roche mère est la même. Maintenant, si on faisait la relation entre la composition chimique, la composition minéralogique et la structure, ça reviendrait à vous donner un exemple des Legos. Alors, les Legos sont des petites pièces avec lesquelles joue un enfant normalement et il essaie de former des formes à partir de ces pièces. Par exemple, on lui donne, supposons qu'il a une vingtaine de pièces, il forme une chaise, puis il démolit cette chaise, puis il reforme une autre forme, c'est-à-dire une voiture. Avec quoi il a formé la voiture? Avec les mêmes pièces. Puis il les démolit, il forme une maison, et ainsi de suite. Donc vous avez une chaise, vous avez une maison, vous avez une voiture. Donc ce sont des objets qui sont très différents, mais ils sont composés des mêmes pièces. Alors qu'est-ce qui fait à un certain moment l'enfant a construit une voiture et dans un autre il a construit une chaise? Eh bien, c'est tout simplement la façon d'associer ces éléments. Alors, ça, c'est pour l'exemple des Legos. Alors, ça serait quoi alors dans notre exemple, ces Legos? Ben, ces Legos, ce sont tout simplement ces minéraux. Autrement dit, là, je vais dire n'importe quoi, mais c'est seulement pour comprendre. Je pourrais associer, par exemple, le CO2 et l'aluminium d'une certaine façon, et vous aurez un minéral. Par exemple, le quartz, ou la chlorite, ou la muscovite. Maintenant, si vous réunissez ces minéraux, ces Legos, d'une autre façon, vous aurez un autre minéral. Et ainsi de suite. Autrement dit, quand vous avez par exemple la muscovite qui disparaît, et ici, il y aura des réactions chimiques et on va en parler à la suite. Donc, la composition chimique, elle est constante d'une roche à une roche parce que ce sont les mêmes éléments chimiques qui s'agencent, qui s'associent d'une façon ou d'une autre pour former ces minéraux. Et ces minéraux, à leur tour, leur façon de s'associer, elle va donner la structure. Donc c'est
le mode d'agencement des éléments chimiques qui détermine la structure minéralogique, elle-même, la façon de s'assembler, ces minéraux, ils vont déterminer la composition, la structure de la roche. Donc, là, j'écrirai pendant le métamorphisme. Donc, pendant le métamorphisme, il n'y a pas de changement de la composition chimique. Donc, on a jusqu'à maintenant trois notions. La première, donc 3 informations. Il y a un changement de structure pendant le métamorphisme. Il y a un changement de la minéralogie, mais point de vue composition chimique, c'est la même. Je vous ai toujours dit jusqu'à maintenant, le schiste donne le micaschiste. Le micaschiste donne le gneiss. Mais comment le schiste donne le micaschiste? Comment le micaschiste donne? Ce qui nous mène donc à déterminer les facteurs. Alors, quels sont les facteurs qui vont transformer une roche à une roche? Donc, quels sont les facteurs du métamorphisme? Alors là, on vous cite une expérience très célèbre, celle de Dobray. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un cylindre, voilà, en noir, et il est ouvert. On a 2 ouvertures à sa base, ainsi qu'un piston. Puis, le piston, il va servir à exercer une pression. À l'intérieur de ce cylindre, il a placé l'argile. Alors, l'argile, c'est une roche sédimentaire. Il lui a ajouté des paillettes de mica. Le mica, c'est un minéral, donc le minéral du mica qui pourrait être la biotite ou la muscovite, donc ça c'est un détail. Remarquez les mica, les paillettes de mica, comment est-ce qu'ils sont au début de l'expérience. Ils sont orientés dans tous les sens. Une fois la pression exercée, appliquée par le piston, tout le mélange, elle va sortir par ces ouvertures, le voilà, le mélange, il sort, il y a un flux d'argile, mais remarquez la disposition, l'orientation des paillettes de mica. Alors, est-ce que ça vous rappellerait une structure dans laquelle on avait des minéraux de petite taille et qui sont tous orientés? Alors, je vous fais remonter, c'est cette structure, c'est-à-dire la structure du schiste. Autrement dit, c'est comme si je vous disais, d'une autre manière, la roche de l'argile a été transformée en schiste sous l'influence de la pression. Autrement dit, le facteur qu'on est en train d'étudier, c'est la pression. Donc, la pression peut provoquer le métamorphisme. Donc, je répète, au début, on a pris une roche sédimentaire, qui est l'argile, on l'a mélangée avec des paillettes de mica, on l'a pressée avec un piston, puis le mélange s'est glissé, il est sorti par ces ouvertures et les minéraux de mica ont une orientation perpendiculaire à celle du piston. Donc, c'est comme si on a formé la roche du schiste. Autrement dit, toute cette expérience, elle nous montre que la pression est un facteur de métamorphisme. Autrement dit, si j'ai n'importe quelle roche, que ce soit l'argile ou une autre roche, si je lui applique une pression, bien sûr progressivement qui augmente,
on peut transformer cette roche en une autre roche. L'expérience de Winkler. Alors Winkler, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il va étudier l'effet de la température et non pas de la pression comme Debré. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Winkler a soumis toujours l'argile, donc il a pris l'argile. Vous allez vous en douter pourquoi on trouve l'argile dans la majorité des expériences. Il se trouve que l'argile, c'est l'une des roches qu'on trouve très très souvent dans le continent. Donc la croûte continentale, elle est très très composée de l'argile. Donc le Winkler a pris une roche, l'argile, et il a gardé la pression. Pourquoi il a gardé la pression constante? Parce que pour lui, il veut étudier l'effet de la température. Donc c'est pour cela qu'il garde la température, la pression toujours égale à 2 kbar. Et puis, une augmentation, donc il a soumis l'argile à une augmentation progressive de la température. Donc il a chauffé en fin de compte. Donc il a gardé l'argile à la même pression, mais il a fait augmenter progressivement la température. Les variations obtenues sont représentées par le document ci-dessous qui montre un échantillon de kaolinite. Alors remarquez la phrase maintenant. Un échantillon de kaolinite qui est l'un des constituants de l'argile, ainsi que la réaction chimique transformant la kaolinite en andalosite. Alors l'andalosite, c'est l'un des minéraux qu'on peut trouver dans soit le schiste, soit le micaschiste, c'est-à-dire des roches métamorphiques. Donc c'est comme si je vous disais, la kaolinite, c'est une phrase là qui nous dicte que la kaolinite, c'est l'un des composants de l'argile, l'andalosite, c'est l'un des composants d'une roche métamorphique. Alors, on a dit qu'un échantillon de la kaolinite, l'un des principaux constituants de l'argile est la réaction chimique transformant la kaolinite en andalosite. C'est-à-dire que la kaolinite, celle-là, a été transformée en andalosite sous l'effet de, comme je l'ai dit ici, sous l'effet de la température. Donc c'est comme si je vous disais, si on prenait la kaolinite et on la chauffe, on va avoir l'andalosite. Là, c'est à l'œil nu qu'on voit les deux minéraux. Maintenant, c'est une vue à un microscope très très poussé. Ça donne le système cristallin, c'est-à-dire le réseau cristallin, c'est-à-dire d'une autre façon les éléments chimiques qui composent la kaolinite ou l'andalosite et le mode d'association. Là, j'ai poussé un peu les choses à un point très très évolué, mais remarquez seulement pour vous dire de cette représentation qu'on a. De la kaolinite à l'andalosite, il y a un changement du réseau cristallin. On a les mêmes éléments chimiques ici et ici, mais la façon d'agencement a fait que s'ils sont associés d'une certaine façon, ils forment la kaolinite, chaise, comme je l'ai expliqué en haut avec les Legos, et si je les associe d'une autre façon, je pourrais avoir cette association qui est l'andalosite, c'est-à-dire que j'ai détruit ma chaise et puis j'ai formé une voiture. Mais ce sont les mêmes Legos, ce sont les mêmes éléments chimiques et chimiquement, remarquez, si vous prenez les éléments que vous avez ici, eh bien ce sont les mêmes. Mais remarquez l'aluminium, l'oxygène, l'hydrogène, le silicium, comment est-ce qu'ils sont associés ici et comment est-ce qu'ils sont associés ici. Donc c'est seulement le mode d'agencement des éléments chimiques. Autrement dit, cette expérience, qu'est-ce qu'elle nous montre? Donc je peux transformer la kaolinite en andalosite par la température. Autrement dit, la roche sédimentaire, l'argile,
peut se transformer en une roche métamorphique par augmentation de la pression. Donc, Twinkler, il nous montre par cette expérience que la température est un facteur qui peut nous faire transformer une roche à une roche. Alors, je vais terminer mon activité ici pour donner une définition complète du métamorphisme. Donc, si je revenais dès le début, donc on a, si je réunis toutes les informations qu'on avait ramassées jusqu'à maintenant, au cours du métamorphisme, on a tout d'abord une structure qui se change. Donc, il y a un changement structural. Il y a, d'après l'étude minéralogique, une variation, un changement de la composition minéralogique. Il y a une constance, une stabilité. C'est la même composition chimique d'une roche à une roche. Donc, si je passe du schiste au micaschiste au gneiss, ils ont la même composition chimique. La composition minéralogique change d'une roche à une autre et il y a une variation de la structure en passant du schiste au micaschiste au gneiss. Donc il y a trois choses. Vous avez la composition chimique, la composition minéralogique et la structure. Deux changent, la structure et la minéralogie. La chimie ne change pas. Sous l'effet de quoi? C'est sous l'effet de la pression et sous l'effet de la température. Et tout le temps, j'ai parlé depuis le début ici d'une roche mère, une roche mère. Cette roche mère, il va donner le schiste, lui-même va donner le micaschiste, lui-même va donner le gneiss. C'est quoi cette roche mère? Eh ben, c'est d'après l'expérience de Dobré, on a vu que l'argile donne le schiste. Et puisque le schiste, c'est la première roche métamorphique qui donne le micaschiste, qui donne le gneiss, avant le schiste, c'est l'argile. Autrement dit, c'est l'argile qui est la roche mère du schiste. Donc, on a une roche mère. Maintenant, si je vous dis que le schiste sera transformé en micaschiste, lui-même en gneiss, c'est avec quoi? C'est avec les facteurs qu'on a étudiés ici. C'est-à-dire, si vous le transformez le schiste en micaschiste, puis en gneiss, soit que vous le pressez, soit que vous le chauffez. C'est-à-dire que vous allez augmenter la température et la pression, soit l'un, soit les deux. Mais, vous allez me dire, qu'est-ce qu'il y a après le gneiss? Est-ce qu'il n'y aura pas une autre roche métamorphique? Eh bien, non. Tout simplement parce que là, je ne parle pas d'une température qui est de l'ordre de 60 ou 80 ou 100 degrés. C'est de l'ordre de centaines. Par exemple, pour avoir l'argile qui va se transformer en schiste, il faut envisager 2000, 3000, 200, 300 degrés. Pour le micaschiste, donc c'est encore plus fort. Pour le gneiss, ça serait peut-être 500 à 600 degrés. Imaginez maintenant que je vais encore augmenter la température vers, par exemple, 800 ou 1000 degrés. Vous en doutez, ça va fondre, il y aura fusion. Donc la roche ne sera plus solide. Autrement dit, alors écoutez très bien, si je parle du schiste, donc c'est une roche solide. Micaschiste également. Gneiss également. Mais si je quitte le domaine solide, c'est que il y a fusion et je suis sorti du domaine du métamorphisme. Maintenant, réunissons toutes ces informations pour donner une définition complète du métamorphisme, à savoir la structure, premier paragraphe, 2, la minéralogie, 3, la chimie, 4, la roche mère, 5, les facteurs, pression, température, et en fin de compte, les schistes, micaschistes, gneiss, ils sont à l'état solide.
Donc, la définition qu'on pourrait donner ici, c'est-à-dire une définition complète, ben, le métamorphisme, déjà, c'est quoi? À chaque fois que vous voulez définir quelque chose, donnez c'est quoi? Est-ce que c'est un phénomène? Est-ce que c'est une molécule chimique? Est-ce que c'est une étape? Est-ce que c'est quoi? Alors, le métamorphisme, c'est un phénomène chimique. Donc, pardon, c'est un phénomène géologique dans lequel une roche mère subit une transformation ou une variation minéralogique, structurale, sans changement de la composition chimique, sous l'effet des facteurs pression, température, à l'état solide. Donc là, j'ai réuni toutes les informations qu'on a recueillies. Je reprends. Donc le métamorphisme, c'est un phénomène géologique qui se manifeste par la variation au cours duquel il y a une variation structurale, minéralogique d'une roche mère sans changement de la composition chimique d'une roche mère sous l'effet de la pression et la température à l'état solide. Donc là, c'est la définition du métamorphisme et je termine en vous rappelant l'information avec laquelle on a débuté l'activité. C'est donc faites maintenant le lien entre la zone de collision, les chaînes de montagnes où on aura une collision et les roches qu'on a étudiées, c'est-à-dire le schiste, le micaschiste et le gneiss. Donc vous avez trois roches, schiste, micaschiste, gneiss, qui sont des roches d'abord métamorphiques et ils sont toujours présents, témoins de la zone de la collision. Alors là, c'est ce que vous devez d'ailleurs apprendre. Tout à l'heure, je vous avais dit certaines choses que vous ne devez pas apprendre, qu'on vous le donne toujours, mais le schiste, micaschiste, gneiss sont des roches métamorphiques. Là, il faut vraiment s'en souvenir. Deuxième chose, le schiste donne le micaschiste qui donne le gneiss, c'est-à-dire il faut les apprendre dans cet ordre. Le schiste, il donne le micaschiste, il donne le gneiss et que ces roches, ils caractérisent la chaîne ou les chaînes de collision. Alors, on se retrouve dans la vidéo prochaine, dans l'activité 2, pour étudier quel est le métamorphisme qu'on trouvera dans la zone de subduction.